Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Eva, cofondatrice de Sova. Ça fait trop plaisir de te voir sur le podcast. On est parti ensemble à un co-living nomade, on est parti à Marrakech. C'est ici qu'on s'est rencontrés et il fallait absolument qu'on fasse un épisode. Déjà Eva, comment tu vas? Bah écoute, au top, on est vendredi, j'ai un peu hâte du week-end, j'avoue, je suis HS, mais au top hein, quand même. Grosse semaine en ce moment. Est-ce que tu peux te présenter, raconter un peu ce que tu fais justement pour ceux qui nous écoutent? Yes, alors du coup, je suis cofondatrice de Sova. Sova, c'est une marque de bien-être destinée aux femmes concernées par le SOPK. Donc le SOPK, c'est syndrome des ovaires polykystiques. Et en gros, c'est un dérèglement hormonal qui concerne à peu près une femme sur 7 aujourd'hui en France et qui va causer pas mal de symptômes, par exemple une absence de règles, de la pilosité excessive, une prise de poids inexpliquée, dépression, anxiété, fatigue chronique, acné, enfin bref, pas mal de symptômes, sympas et voilà, nous on propose, beaucoup d'éducation sur les réseaux sociaux, à notre communauté pour les aider à mieux vivre avec le SOPK et en plus de ça, on propose des produits, des compléments alimentaires du coup. Des compléments alimentaires pour du coup soigner ces personnes et du coup c'est un peu l'objet du podcast et de l'épisode d'aujourd'hui parce que du coup tu as mis en place, tu as créé un Mmh. e-commerce qui génère aujourd'hui à peu près un peu plus d'un million, Millions. ouais, un peu Ouais. plus d'un million de CA, donc ça fait plaisir. C'est une belle barre du coup à l'année. Et donc l'idée, ça va être de pouvoir partager un peu ton parcours, ce que tu as pu mettre en place et surtout les actions concrètes que tu vois ou un peu le framework que tu vois au final avec un peu d'introspection sur ce que tu as pu mettre en place. Et selon toi, quelles sont justement les étapes concrètes qui sont super importantes à avoir en tête lorsqu'on lance son e-commerce? Bah, il y en a beaucoup, mais déjà, si on prend un peu en ordre, chronologique, pour moi, lancer son e-commerce, ça peut se préparer, avant. C'est-à-dire que je pense, de manière générale, quand tu veux lancer un e-commerce et que alors, du coup, on parle de e-commerce, on va parler plutôt des DNVB peut-être, que du e-commerce classique, disons d'achat et revente. Est-ce que tu peux te Heu définir le DNVB du coup? Ouais, DNVB, c'est Digital Native Vertical Brand. Donc, en gros, c'est quand on est une marque et qu'on possède toute la chaîne de valeur de la boîte. Donc, c'est-à-dire que c'est nous qui maîtrisons le processus de production du produit, la logistique. En fait, tout est internalisé. Enfin, tout, sauf les prestataires, market, tout ça. Mais Mmh. globalement, tout ce qui concerne le produit est maîtrisé par l'entreprise. Donc, on n'est pas sur de l'achat-revente Mmh. de produits. Et donc moi, je parle plutôt quand on va parler d'e-commerce, là, aujourd'hui, c'est plutôt moi, ce que je connais, c'est les marques où, du coup, on maîtrise tout de A à Z Mmh. et en fait, généralement, la partie produit, elle dure 1 an. Tu as à peu près 1 an de R&D, 1 an où tu es là en train de développer ton produit parce que tu as toujours des gros fails, hein, c'est toujours l'étape, sympa et pour moi, en fait, c'est une étape qu'on peut bien préparer aussi d'un point de vue marketing. Déjà pour bien comprendre sa cible, nous, ce qu'on a fait, par exemple, c'est qu'on a créé un Instagram et un TikTok, avant même d'avoir le produit et avant même d'avoir des vrais contacts avec les laboratoires. C'est-à-dire qu'on a lancé en octobre et novembre 2021 nos réseaux sociaux et alors que le produit et la précommande, enfin la campagne de précommande du LUL a été lancée le 31 mai 2022 Mmh. et en fait, on avait déjà, 20 000 plus de 20 000 personnes qui nous suivaient sur les réseaux, ce qui fait qu'on connaissait parfaitement ce qu'ils attendaient de nous, on connaissait parfaitement leurs besoins et cetera et donc quand on a lancé, c'est allé beaucoup plus vite, parce qu'on avait déjà une communauté donc notre campagne Ulule, si tu veux, en termes d'acquisition,
on n'a pas vraiment galéré, quoi. On a tout de suite fait, 20 000 € et c'était assez, rapide et disons assez simple, parce qu'on avait déjà cette communauté. Donc, tu as mis en place le levier de la communauté dès le début, pendant la Ouais. R&D, parce que pendant que, bah, tu fais tes recherches, mine de rien, tu peux faire un peu comme on voit, tu vois, avec, du Zeta ou Justin Hutto, avec Mmh. Respire, un peu du building public qui marche très bien aux États-Unis et que, Ouais, bah, on commence à voir pas mal aussi en France, notamment sur du B2C, ça marche super bien. ouais. Et de engager ta communauté, limite, bah, de pouvoir du coup lui Mmh. poser des questions, peut-être sur Instagram. D'ailleurs, comment tu récoltes les informations justement de les besoins de tes futurs clients? Est-ce que c'est via les réseaux sociaux? Est-ce que tu organises des focus group? Comment tu as fait justement pour savoir quels étaient leurs besoins? Alors, en fait, on échangeait beaucoup avec elle déjà par DM, même encore aujourd'hui, on reçoit à peu près 50 DM par jour, c'est énorme. Mais déjà à l'époque, on en recevait 10, 15 et en fait, on papotait vraiment avec elles, quand elles nous posaient des questions. Nous aussi, en retour, on en profitait pour leur poser des questions, «Ah mais toi, qu'est-ce que tu attendrais, d'un produit?» On leur avait proposé, enfin, on avait fait un formulaire pour qu'elles s'inscrivent pour qu'on les appelle et qu'on papote avec elles. Donc on a fait moi, je pense que vraiment, sur les 6 mois, j'ai dû parler à peu près à 100 personnes, 100 personnes de notre communauté. Après, globalement, tu avais aussi les réseaux, hein. Chaque fois qu'on faisait une publication, notamment sur TikTok, bah, tu vois les commentaires et en fait, c'est une mine d'or d'informations, les commentaires. Parce que tu vois comment elles réagissent, tu vois comment elles interagissent entre elles et donc nous, on a pris toute cette data pour bien savoir comment leur parler, savoir ce qu'elles attendaient d'une marque aussi, sur le sujet et ça nous a vachement aidés. OK, et du coup, tu parles de communauté. Est-ce que, bah, c'était essentiellement, bah, des personnes qui vous suivaient sur, Insta, sur, les réseaux en général avec qui vous rentrez en contact? Est-ce que vous avez réussi à est-ce que tu as réussi à rassembler aussi ces personnes-là, je sais pas, sur un groupe? Est-ce que tu as On fait ça? avait testé, ouais, le groupe Discord. On D'accord. avait fait un groupe Discord, mais qui est mort, très, très vite parce qu'en fait, elles utilisent pas Discord. Donc on a galéré un peu justement et même aujourd'hui, hein, c'est une question qu'on se pose, de les rassembler sur un forum ou un groupe Facebook, mais en fait, plus personne n'utilise enfin, du moins dans notre communauté, tu dois avoir 10-15 qui utilisent encore Facebook. Instagram est pas forcément adapté aux trucs de groupe, enfin, il faudrait inviter tout le monde, enfin, ça serait ingérable. Donc on y réfléchit, mais non, globalement, c'était vraiment, l'échange sur les réseaux sociaux, les DM et les commentaires qui nous ont beaucoup aidés. Mmh, trop bien. Du coup, ça t'a permis de bien comprendre ton persona. Tu disais que tu évangélisais beaucoup sur le sujet, donc tu formais, tu éduquais. Ouais. J'imagine que ça a beaucoup servi, du coup, Sova, pour, asseoir l'expertise, générer de la confiance et de la crédibilité. C'était quoi un peu ta mécanique sur le sujet? Comment tu diffusais peut-être ton contenu? Comment ça se passait, justement cette, ingurgitation d'informations pour l'évangéliser? Ouais, bah, en fait, nous, on était obligés de se former. Enfin, déjà, on avait déjà une expertise un petit peu sur le sujet du SOPK, sinon on n'aurait pas lancé de boîte, là-dedans. Mais en gros, globalement, bah, moi, j'achetais des tonnes de bouquins, hein, j'ingurgitais de l'information en permanence et après, vu que j'étais encore en emploi, c'est-à-dire que j'étais encore, chez Kudak, quand j'ai lancé, mais j'étais à mi-temps. En fait, je me calais une journée par semaine où, bah, je faisais ma veille de contenu, enfin je batchais tout, tu vois? Je tournais tous mes TikTok, et après, enfin voilà, je préparais, je planifiais toute la publication et j'avais plus rien à faire pendant une semaine. Ça, c'était le truc qui était simple à faire. En fait, c'est pour moi, c'est le truc le plus simple à faire avant de lancer ta boîte parce que en soi, ça va te prendre 5 heures, mais 5 heures par semaine qui va te faire gagner du temps de ouf au moment où ton produit est vraiment là parce que tu auras cette communauté et tu auras déjà parlé, aux gens, donc tu sauras ce qu'ils attendent vraiment de toi. Donc ouais, moi, je m'organise comme ça et après je pense qu'on pourra parler au niveau du lancement, mais nous, le contenu, ça a été notre premier poste de recrutement, parce qu'en fait, c'est là où on voyait que, bah, comme tu disais, quand tu montres ton expertise, les gens te font confiance, et nous, il y en avait plein qui vraiment nous demandaient: «Bah, à votre avis, je dois acheter quoi?» On leur disait quoi acheter, puis on voyait la commande, juste après. En fait, il y a vraiment une confiance, envers nous qui était déjà là, et enfin voilà, les gens parlaient déjà de nous, comme référence alors qu'on n'avait pas encore de produit et tout, donc ça, c'était super intéressant. Ouais, c'est fou. Tu as réussi carrément à asseoir votre notoriété même sans avoir de produit au début. Et Ouais. justement, le lancement, comment ça s'est passé? Cette phase où,
bah, tu as créé ton audience, tu as créé la confiance et si tu veux, la relation avec tes futurs clients. Puis après, ça se lance. Il y a toute la partie Mmh. livraison, production, faut Ouais, que tout le monde ouais. soit content, livraison et puis surtout satisfaction au Mmh. final. C'est quoi un peu cette étape justement? Est-ce que tu peux me la décrire? Bah, en gros, nous, on a lancé d'abord sur Ulule. Sur Ulule, c'est vrai que ce qui est cool, c'est que bon, bah, tu pas besoin de faire ton site internet, ça va un peu plus vite, même si au final la page de vente est tout aussi, compliquée. Mais nous, on a fait le choix de lancer sur Ulule. En plus, ça permettait aussi qu'elles aient, bah, confiance en la plateforme parce qu'elles voyaient bien que c'était une plateforme sérieuse, donc elles envoyaient pas de l'argent à n'importe qui. Donc ça, c'était vraiment cool, cette partie-là. Et en fait, ce qu'il a fallu faire, c'était expliquer pourquoi on a lancé des produits parce que du coup, les gens nous considéraient un petit peu comme une association. Et là, d'un coup, on arrive et on leur vend des trucs. Donc, t'en as quelques-uns, je pense, qui ont été déçus en mode ah Mmh. oui, bah en fait, elles font ça par intérêt et tout. Bah oui, mais parce qu'en fait, nous, on considère que c'est une solution qui va vous aider encore plus que le contenu qu'on produit. Et dans tous les cas, un média peut pas enfin, il doit vivre d'une certaine manière, donc soit c'était des produits, soit c'était des placements d'influence, donc en fait, fallait choisir. Et du coup, quand on a lancé, on leur a bien expliqué comment on en était arrivé à ce cheminement de créer des produits, pourquoi les produits aujourd'hui étaient pertinents pour elles et cetera. Et après, en fait, ça s'est fait assez, naturellement parce qu'on a quand même gardé notre identité de média, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait que de parler des produits. Mmh. Sur le compte Insta, en fait, à partir du moment où on a lancé les produits, ça s'est pas transformé en page de vente. Ça reste et même encore aujourd'hui, si tu vas sur notre Insta, je pense que sur les 20 dernières publications, on parle pas des produits. Ce qui est d'ailleurs peut-être une erreur, c'est qu'on est peut-être un peu trop dans le média et dans l'information et on met peut-être pas assez en avant nos produits, mais bon, ça ne nous empêche pas de faire du chiffre. Mais en soi, nous, ça s'est fait assez naturellement et on a vraiment gardé notre identité de média, même avec les produits, donc je pense qu'elles ont pas été, si tu veux, choquées ou quoi. Peut-être quelques-unes, mais bon, voilà, tu as toujours des gens qui sont pas contents. Et après l'étape de livraison, nous, on a tout livré à la main et très vite, on a pris un logisticien parce que quand on est passé de la campagne Ulule, du coup, qui s'est terminée mi-juillet, au lancement du site internet, classique mi-août, bah, en fait, on s'est fait dévaliser et du coup, on est très vite passé par un logisticien parce qu'on était à plus de bah, très rapidement à plus de 100 commandes par mois et là, ça devient Ouais, ça devient 100-200 compliqué. commandes, ça devient ingérable, quoi. Tu passes 2 heures, il y avait un centre logistique dans l'appart, c'est bon, plus possible. Trop bien. Et, donc, tu mets ça en place, tu gardes quand même le média. Moi, je trouve ça intéressant, tu vois, et je crois beaucoup à ces systèmes de médias ou de communautés qui se créent et puis après qui deviennent des produits ou des marques qui Mmh. répondent aux besoins en fait de cette communauté en fait que tu as créée. Comment tu arrives à préserver le rythme du média, tu vois? Aujourd'hui, comment tu crées ton contenu? Comment tu délègues cette partie-là? Comment tu arrives à créer autant de contenu? C'est quoi un Mmh. peu ta stratégie sur ce sujet? Si tu devais même nous dire, je sais pas, ton planning éditorial, tu vois, du nombre de Ouais. posts que tu dois faire et cetera ou de comment tu recycles ton contenu, c'est quoi chez toi? Alors, en gros, bah, très rapidement déjà, on a recruté Julie, notre première alternante, dès septembre, 2022 parce que j'avais vraiment besoin de renfort, en fait, à la fin, quand je dis que ça me prenait 5 heures par semaine tout à l'heure, j'ai peut-être été un peu gentille, c'était peut-être un peu plus, surtout quand il fallait modérer aussi. Donc nous, on avait très peu de temps pour la modération. Julie, en fait, ce qu'elle est venue faire, parce que moi je faisais des choses très simples quand c'était moi qui le faisais. C'est-à-dire que je faisais des petits facecam comme ça, des petites trends, ou alors je faisais des posts écrits et cetera, mais j'avais peu de temps disponible pour le montage. Donc j'ai recruté ma chère Julie qui, elle, est vraiment venue me renforcer au début sur la partie, bah, montage dans l'application. C'est-à-dire que moi, je tournais les vidéos, je faisais que le tournage, je lui envoyais tout et elle s'occupait du reste, de faire la description et cetera. Donc ça m'a vraiment, soulagée. Moi, je m'occupais quand même toujours de la partie modération parce que ça reste un point important aujourd'hui. Nos clientes, elles attendent à ce que quand elles nous envoient un DM et ben, on réponde, quoi et vraiment, aujourd'hui, elles sont même exigeantes, hein. Le week-end, si on répond pas, elles nous relancent 3 fois, hein. C'est parce qu'elles ont pris l'habitude qu'on soit assez réactive. Hem
Donc moi, je gérais cette partie-là. Au début, elle était vraiment sur la partie montage et au fur et à mesure, on l'a vraiment formée sur le sujet du SOPK et à la fin, enfin, elle me préparait, si tu veux, un peu les idées, mais elle me préparait pas le contenu, c'est-à-dire qu'elle me faisait pas le script du Fastcam et cetera. Alors qu'à la fin, elle arrivait vraiment à me scripter, mes Fastcam, à me détailler, toutes les prises de vue, tout ce que je devais dire dans chaque vidéo. Donc moi, j'avais juste à lire un texte, à tourner, ça me prenait 3 heures par semaine et je lui envoyais. Ça, je pense que c'est la meilleure décision qu'on ait pris, hein, de recruter quelqu'un, assez vite sur le sujet. Parce que le community management, c'est quand même, c'est pas très compliqué. Vraiment le média et la création de contenu, c'est vraiment pas quelque chose que je trouve compliqué, mais c'est juste que ça prend du temps. Donc là, Julie, elle a été, incroyable là-dessus et là, aujourd'hui, on est vraiment passé sur, parce qu'au début, on avait que nos réseaux. Après moi, du coup, mon rôle, au-delà de gérer le site internet, gérer un petit peu la partie email, voilà, de gérer toutes les autres choses, je me suis lancée aussi dans la partie du blog, parce que, bah, ça fait partie du média aujourd'hui aussi le blog et en février, on a lancé le podcast. Donc vraiment, aujourd'hui, on a un média 360 et là, dernièrement, ça me prenait vraiment beaucoup, beaucoup de temps et j'avais plus le temps de faire, bah, toutes les autres tâches un petit peu stratégiques aujourd'hui. Donc on a recruté une deuxième personne et là, du coup, j'ai 2 alternantes. Une qui va vraiment être plus sur la partie, SEO et podcast et toujours une autre personne, du coup, Sarah qui est sur, la partie contenu, enfin contenu des réseaux sociaux français, donc TikTok et Instagram et Emma du coup, voilà, SEO, podcast, et elle gère aussi le compte international qu'on a lancé, c'est récemment. Trop cool. Donc, tu as délégué au maximum et les sujets se recoupent. Est-ce que tu arrives à recycler le contenu, tu vois, je sais pas, d'articles que tu fais, t'en fais aussi un épisode ou t'en Ouais, fais un post? C'est quoi un peu la stratégie sur le ouais, recyclage du contenu? vraiment. En fait, sur le recyclage du contenu, nous, on a vraiment un milliard de choses à dire, mais pour moi, tous les sujets, enfin, n'importe quel sujet, j'ai je rencontre plein de marques qui me disent: «Mais moi, en soi, j'ai rien à raconter sur mes produits», mais il y a toujours, plein de choses à raconter et justement, un contenu, donc un sujet, par exemple, dans le SOPK, je vais prendre, la résistance à l'insuline et le SOPK, donc c'est un dérèglement hormonal, en gros, de l'insuline, disons. Ça, on en a un article de blog, un podcast et je pense qu'en vidéo, on doit avoir, un carrousel. Après dans, ce carrousel, on a dû le en refaire trois quatre autres carrousels où on faisait un focus sur un point, précis du sujet, de la résistance à l'insuline. Après, on a des vidéos face cam où j'explique. On a des vidéos un peu trend avec, où on met des points, comme ça sur la vidéo, une vidéo très courte. En fait, le sujet peut être pris déjà sous tous les formats, post écrit, reels, de format court, reels, face cam, reels, où tu fais par exemple un POV qui montre tous les symptômes et tous les signes de la résistance à l'insuline. Après, tu as le podcast, général sur la résistance à l'insuline, tu as le podcast sur, l'alimentation spécifique pour ce problème-là. Enfin, en fait, je pense que sur ce sujet-là, on peut sortir, plus de 100 contenus. Mmh. Parce qu'à chaque fois, on l'amène d'une manière différente. Donc on recycle, mais là, en 1 an, même si, je pense qu'on commence à avoir un peu fait le tour, et ben, on va toujours aller rechercher des sujets d'il y a 1 an et juste le tourner, d'une manière différente et peut-être même rajouter des infos par rapport à ce que nous, on a appris depuis. Mmh. Donc pour le coup, il y a vraiment, oui, il y a un petit peu de recyclage, mais c'est surtout les formats qui vont changer et l'angle d'attaque qui va changer, OK, je vois très bien. sur un même sujet, quoi. Génial et du coup, tu as créé beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, sur, le site internet. Mmh. Hem, L'objectif, j'imagine, c'était de faire grandir le site via de l'organique Mmh. et faire en sorte que, bah, tu aies du trafic entrant, que tu pas besoin, je sais pas d'appeler des gens et cetera, tu vois? De les déranger, mais Mmh. beaucoup plus faire, bah, créer justement cet aspect confiance grâce aux Mmh. médias pour que tu deviennes la référence et dès qu'il y a, bah, un sujet ou qu'on a envie de soigner sur le sujet, bah, on pense à Sova. C'est quoi justement les leviers organiques que tu as vus, peut-être sur ton site Mmh. internet ou les choses que tu as pu craquer justement pour aller chercher de la rentabilité ou pour aller chercher de l'effet cumulé, tu vois? Ouais. Sur ta brain? Alors nous déjà, le SEO
était, assez simple, mais en fait, surtout ce qu'on a fait, c'est qu'on a, en fait, vu qu'on avait une, notoriété assez importante sur les réseaux sociaux, on a travaillé avec des gens qui, aimeraient bénéficier de cette notoriété. Donc typiquement, les naturopathes qui sont, aujourd'hui des gens qui vont accompagner les femmes SOPK, pour, voilà, pour les aider à améliorer leur hygiène de vie et diminuer leurs symptômes. Et ben les naturopathes, elles ont complètement, enfin, elles vont tirer de gros bénéfices à s'associer avec nous puisque, bah, il y a des gens qui vont venir les voir pour avoir des consultations ensuite. Donc on a proposé à des naturopathes de nous écrire des articles de blog gratuitement. Donc elles ont vraiment l'expertise, elles ont du temps de dispo pour écrire ces articles de blog. En échange, on leur mettait un encart à la fin de l'article en disant qu'elles avaient écrit l'article, elles se présentaient et puis elles voyaient vraiment, des gros bénéfices puisque après quand on repartageait l'article de blog sur les réseaux et qu'on les mentionnait, elles gagnaient tout de suite plein d'abonnés et tout. Trop bien. Et ça, pour le coup, nous, ça a été le cheat code dans le sens où mon blog, j'ai pas touché. Ah Enfin, ouais, trop j'intégrais bien. les articles, mais si tu veux, j'avais des articles gratuits qui venaient de Naturo qui avaient, tout intérêt à écrire pour nous puisqu'elles avaient de la visibilité et plus de clientes. Hmm. Donc cette espèce de, partenariat vraiment win-win pour le coup, bah, nous, il nous a vraiment servi parce que, on s'est positionné sur des mots-clés très rapidement. Vu qu'on a été assez régulière sur le blog, qu'on a, écrit des articles assez longs, on a fait attention au SEO et tout, donc on s'est positionné très, très vite en SEO. Et là, aujourd'hui, le trafic organique, c'est 30, le blog. Le blog, ouais, c'est 30 des visites entrantes à peu près. Ok. Et en termes de visites, c'est, en fait, si tu prends juste le trafic pur et dur, tu as 50 du trafic qui est sur le blog. Ok. Donc, les gens, même s'ils rentrent par, notre site internet classique, nos produits, ils finissent par atterrir sur le blog et ils visitent plein de pages du blog, en fait. Donc, c'est vraiment très important pour nous, cette partie-là. C'est un peu, le cheat code dont on est assez fier. Après, aujourd'hui, on revient un petit peu en arrière, dans le sens où on a un peu laissé la porte peut-être ouverte à beaucoup de naturaux qui étaient pas forcément, ultra qualifiés. Il y avait peu de cohérence de ton dans nos articles de blog. Donc maintenant qu'on peut se le permettre, là, je paye vraiment les naturaux avec lesquels on a envie de travailler et celles qui sont le plus qualifiées et on les paye pour écrire des articles. Mais au début, on a fait ce système, gratuit win-win qui, bah, nous a déjà beaucoup, servi, quoi. Ouais, en fait, tu fais ta sélection après et au final, tu dis que tu reviens peut-être en arrière. Je me pose des questions, tu vois, souvent sur des actions comme ça, tu vois, on se dit, bon, on Mmh. laisse plus d'entrants arriver, puis après on fait une sélection. Est-ce que ça aurait été mieux de faire une sélection dès le début, Ah non. affinée? Peut-être pas, tu vois, peut-être que ça Mmh. aurait eu moins d'impact et c'est Ah oui, après non, que tu as ça, fait. c'est sûr. On regrette pas du tout, tu vois, d'avoir fait comme ça au début parce qu'on était une petite marque, ça correspondait à l'image. Enfin, en fait, il y avait rien de grave. Là, aujourd'hui, c'est juste qu'on devient plus exigeante parce qu'on est plus lu, qu'on a aussi, tu vois, des médecins qui vont commencer à venir, nous parler et cetera. Donc on doit vraiment, avoir une expertise, bien qualifiée, enfin que l'article de blog soit vraiment bien écrit et tout. Donc vu qu'on met un peu plus d'exigence, maintenant on décide de payer, les naturaux. Mais aucun regret sur le fait d'avoir fait, plein d'articles gratuits comme ça au début, quoi. OK, trop bien et ça t'a, l'organique du coup, effectivement, c'est trop bien parce que c'est périn et ça prend du temps quand même. Mmh. Est-ce que il y a d'autres leviers que tu as, par exemple, comme de la pub, des ads, que tu as pu mettre en place en parallèle? Et qu'est-ce que tu penses, toi aussi, encore de cette Mmh. dualité un peu organique, vs, social ads, tu vois? Bah, tu vois, si on reprend la question du podcast qui est, comment, on fait 1 million et tout, pour moi, déjà, il faut vraiment se concentrer au tout début de la boîte par, l'organique, en gros, permet vraiment de valider, de comprendre aussi ce qui va marcher en payant. En fait, quand l'organique, ça nous permet d'avoir tellement de data sur ce qu'attendent les gens, ce à quoi ils réagissent. Je pense, moi aussi, par exemple, pour la pub Meta, que en fait, ce que Meta détecte sur ton Instagram qui va être, engageant et cetera, et les gens qui vont engager sur ton Instagram, ils va l'utiliser pour les pubs payantes, pour les cibler derrière. Donc plus tu as de la donnée aussi sur ton organique, sur ta page Instagram, plus je pense que tes pubs derrière peuvent être, efficaces. Ça, je sais pas si c'est prouvé ou quoi, mais à mon avis, nous, par exemple, on boostait nos posts parfois
et ils trouvent tout de suite une audience, très rapidement, ils trouvent une audience qui va nous faire, gagner plein de followers. Nous, c'est comme ça aussi qu'on grossit la communauté. C'est quand on trouve, par exemple, un contenu organique qui pète, et ben, on va en plus mettre un peu de budget dessus pour qu'il aille Mmh. chercher encore plus loin et qu'il soit vraiment vu et qu'il touche des futurs followers et des futurs clients, quoi. Donc ça, pour nous, le contenu de base est méga, enfin le contenu et la communauté, l'organique, c'est un socle qui est, ultra important et qui aujourd'hui, tu vois, en 1 an, on se positionne, sur la première page quasiment de toutes les requêtes SOPK, tu vois? Et ça, alors pas la généraliste parce que tu as toutes les pages passeport santé et tous les trucs, les gros sites de santé du gouvernement et tout, mais sinon on est vraiment, sur la plupart des requêtes, sur la première page et dans les top recherches, et c'est ça, et en fait, ça fait qu'augmenter chaque mois, donc c'est des intérêts composés qui sont très importants à mettre en place dès le début, et ça nous a permis d'avoir une acquisition très peu chère, au début, et d'avoir du coup une renta intéressante pour pouvoir investir dans le développement de nouveaux produits. Ça, je pense qu'on pourra en parler, après, et aussi pour du coup pouvoir investir maintenant en publicité, de manière assez conséquente. Mais parce que notre organique nous permet au global d'avoir un coût d'acquisition qui est ridicule. Nous, en global, on est à 7 € pour acquérir un nouveau client, alors que notre panier moyen est de 90, tu vois? Ah ouais, c'est ouf. Ah, c'est Donc parfait. c'est limite. Du coup, maintenant, on a un peu touché le plafond de verre de l'organique parce qu'en fait, quand tu fais une publication par jour, sur Insta et presque 2 parfois sur TikTok, que tu as un article de blog par semaine et un épisode de podcast toutes les 2 semaines, tu te dis que si tu fais plus, à un moment, au final, tu saoules les gens. Mmh. Donc si tu veux, tu as un peu cette limite quand même de l'organique et du média où, tu peux pas, on pourrait bombarder et faire un peu comme, tous les médias, un peu féminins, bruts et tout, on pourrait faire que ça, mais on va saouler les gens et surtout on va s'épuiser, aussi, pour pas grand chose. Donc du coup, nous maintenant, on passe à la stratégie payante parce qu'on a bien craqué ce côté-là et que maintenant, c'est les intérêts composés, ça roule. Là maintenant, on investit vraiment plus en publicité. OK. Depuis, je dirais là, ce mois-ci, tu vois, on va dépenser à peu près, 10 000 – 11 000 € sur Meta, ce qui est pas mal, Mmh. alors qu'au début, on était à peine à 3 000. Hem Et en vrai, ça je pense qu'on l'a peut-être fait un peu trop tard et que, du coup, on est un peu tombé dans l'opposé, qui est d'être dépendant de l'organique. OK. Et en fait, l'organique, malheureusement, en septembre, par exemple, par rapport à août, où je pense que les gens, avaient plus le temps aussi, ils passaient plus de temps sur les réseaux, sur la plage, tout ça, et peut-être qu'ils se renseignaient un peu, tu vois, en septembre, tu reprends les bonnes habitudes, donc en août, on voyait qu'il y avait beaucoup de recherches Google sur le sujet du SOPK et tout, et en septembre, on a eu une vraie baisse, et là, on l'a senti parce qu'en fait, comme tu es ultra dépendant de l'organique, tu sens aussi que les recherches, elles baissent et tu vois que ton Insta, tu beaucoup moins de reach, que tout le monde se remet à publier, donc du coup, ton reach et ton engagement diminuent, et cetera. Et nous, on se dit: «Mais en fait, on a limite, alors on n'a pas décroît entre août et septembre, mais c'était compliqué», alors que normalement, c'est l'été que c'est un peu Ouais, plus que c'est un calme. peu plus calme, ouais. Voilà, et donc du coup, là, on s'est dit: «C'est dommage parce qu'on n'est pas assez bonne en paid et du coup, on peut pas, alors qu'on a les moyens parce qu'on est grave rentable du coup grâce à l'organique, si tu veux, on n'a pas le petit coup d'accélérateur qu'on peut mettre en paid Mmh. pour, compenser le fait que l'organique est pas bon». Donc on est un peu tombé dans, tu vois, dans le piège opposé. Tu en as qui sont trop dépendants du paid. Du coup, quand le paid va pas bien, c'est la merde, et nous, on était trop dépendantes de l'organique. Mmh. Enfin, trop dépendantes. En vrai, ça allait parce qu'on a quand même, grossi de mois en mois, mais on voyait que pour mettre le coup d'accélérateur, il nous manquait un truc, et donc là, on est passé sur la stratégie où on fait vraiment attention au paid et on développe le paid, quoi. Ouais, tu cherches l'équilibre, du coup, entre les 2 et t'assurer que quand l'un va mal, l'autre compense. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, tu m'as parlé produits, tu m'as dit que c'était un sujet, dont Ouais. tu voulais parler, donc allons-y. Le produit, du coup, tu en as un, est-ce que tu en as plusieurs? Quelle est aussi ta stratégie produit? Ouais, alors nous déjà, ce qui a été très important, et on a passé pas mal de temps sur la R&D, du produit parce que on voulait qu'il soit efficace et convaincant, dès le début. Il y a pas beaucoup de marques qui se lancent, en SOPK, donc si tu veux, on n'avait pas le droit à l'erreur, il y avait une communauté qui nous attendait. Donc on a vraiment fait attention à la formulation pour qu'elle soit efficace.
On a, enfin, le produit n'était pas non plus parfait parce que genre 3 mois plus tard, on a ressorti une version encore améliorée, mais on savait qu'il allait déjà être très efficace, ça on en était sûr, et c'est ce sur quoi on a misé. Et après, ce qu'on a peut-être, mal fait, c'est qu'on n'a pas du tout anticipé la suite de nos produits. Mmh. C'est-à-dire que nous, on s'est concentré pendant 1 an sur le développement de la commune, développement de nos 2 premiers produits pour se lancer et c'est tout. Et en fait, on pensait pas assez, à la suite des produits, ce qui fait qu'on a sorti notre prochain produit après qu'en janvier. Et qu'il y avait voilà, il y avait quand même pas mal de demandes, et c'est surtout, on a vu que quand on a lancé ce nouveau produit et même encore aujourd'hui, à chaque fois qu'on lance un nouveau produit, on passe un palier de CA. Mmh. Et nous, on n'avait vraiment pas anticipé ce truc-là, de sortir, enfin de prévoir la suite quoi, nous on était là, mais même encore aujourd'hui, si tu veux, on a une roadmap à 3 mois et basta. Sauf qu'en fait, il faut vraiment, je pense, pour tenir aussi les gens, engagés et cetera, bah, leur proposer des nouvelles choses et les produits en font partie. Et donc ça, c'est peut-être un truc qu'on n'a pas fait, pas bien fait pour le coup. Et après non, notre stratégie aujourd'hui, c'est vraiment de pareil, toujours de discuter avec la communauté et de voir, quels sont leurs plus gros problèmes. Après, on le sait un peu parce qu'on a vécu, on vit le SOPK. Mais typiquement, là, on voit quand même que on a un sujet qui revient, en permanence, dernièrement, c'est le sujet des cheveux, tu vois? Mmh. Elle nous demande tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, on s'est dit: «OK, bon, bah, on a pris la décision il y a quelques mois d'avancer vraiment sur le sujet des cheveux», mais parce qu'on voit que c'est vraiment un truc qui revient, sous chaque poste. Enfin, c'est récurrent, quoi. Mmh. Comment on fait pour la perte de cheveux et cetera. Donc du coup, nous, ça nous oriente vers les prochains produits. Mais si on n'avait pas cette data, si on n'avait pas la commu, on serait perdu, tu vois? Enfin, on serait pas perdu, mais on ferait, au feeling et on ferait pas forcément ce dont, enfin les choses qui sont demandées, quoi. Ouais, ouais, vous aurez pas une roadmap claire et là, vous vous basez vraiment sur les problématiques des gens et Ouais, non sur, bah, quel est le produit qui vous «arrange», entre guillemets et vraiment se baser justement sur les besoins, c'est le plus important et même toi, ça te permet d'avoir une belle roadmap claire. Trop cool. Bah, en vrai, c'est trop bien. On a fait un beau tour, du coup de ouais. tu nous as fait quelques, bah, beaucoup de conseils, ultra actionnables donc c'est trop, trop bien. Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent? Heu, Ça peut être ce que tu veux sur, ce dont on a parlé, entrepreneuriat, perso, ce que tu veux. mmh, moi je pense, vas-y, c'est un conseil très, général, sur, l'entrepreneuriat. C'est, en gros, on peut pas être parfait partout en même temps, je pense. Hem, Par exemple, moi, la première année, enfin, après la campagne Bulle, je me suis flinguée, un peu, d'un point de vue énergie parce que je pense que j'ai voulu être, parfaite, et tout faire en même temps. J'ai voulu être parfaite dans ma vie perso, me donner à fond sur le sport, toujours bien manger, faire très attention et tout et être parfaite sur le lancement de ma boîte et en fait, ça me culpabilisait beaucoup. Je savais pas où foutre mon énergie, en fait. J'essayais de mettre mon énergie partout pour être bien partout, et au final, ça marche pas. Tu finis par t'épuiser et à culpabiliser du fait que tu es pas bien, sur, un endroit. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, là, nous, on est vraiment sur une croissance assez importante, ces derniers mois et on doit vraiment, mettre beaucoup d'énergie dans la boîte et j'ai tendance parfois à m'auto-flageller, à me dire: «Ah mais attends, à côté de ça, tu vas pas assez bien au sport, tu vois pas assez tes potes, tu lis pas assez et tout». Mais en fait, je dois prendre des décisions dures toute la journée et ça me demande une énergie de ouf si le soir, je décide de regarder une série et pas de lire un bouquin, bon, faut aussi me laisser de l'air, tu vois? Mmh. Et ça, je pense que, bah, j'ai une copine en plus récemment qui m'a envoyé un message qui est elle aussi, après sa campagne Ulule et qui me dit: «Mais en fait là, je j'en peux plus» Mmh. et je pense que c'est l'erreur que j'ai faite moi de vouloir, mettre mon énergie et je pense qu'en fait tu peux l'appliquer aussi dans les tâches que tu décides d'accomplir tous les jours. C'est-à-dire que nous, les emails, par exemple, on savait que c'était pas méga stratégique pour nous et que ça allait me demander une énergie de ouf. Là, pour le coup, j'ai été assez, flemmarde et j'ai dit: «Bah, ça, pas tout de suite. Mmh. Ça, je peux pas le faire». En fait, moi, aujourd'hui, je préfère, tourner 10 reels qui vont, me permettre d'augmenter de ouf ma communauté et du coup, vraiment des ventes et des nouveaux clients que, passer 3 semaines à faire des flux emails, parfaits. Mmh.
en fait, on peut pas être, parfait. Tu vois, le paid, ben, on l'a fait très tard parce qu'encore une fois, nous, l'organique, ça marchait. Donc on a mis toute notre énergie là-dessus. C'est ce qui a fait grossir la boîte. On en est très contente. Maintenant qu'on c'est un truc qui roule, bah, là, on peut enfin mettre notre énergie sur d'autres choses. Mais tu peux pas mettre ton énergie partout et être parfait partout dès le début, quoi. Ouais, et puis faut accepter un peu le chaos. Ouais, Et c'est dur à accepter au début ouais, parce qu'on veut faire les vraiment. choses bien. Mais voilà, dans un combat, il y a toujours des batailles qu'on perd, quoi, en gros, et on peut pas aller sur Ouais, toutes les batailles, donc ouais, faut c'est les ça. accepter. Faut pas enfin, faut pas s'auto-flageller, là-dessus. Enfin, là, vraiment, moi, je suis dans la période où, genre, le taf me prend toute mon énergie et j'ai tendance à me dire: «Oh mais tu fais pas assez ça, pas assez ça, pas assez ça» et dire: «Oh là là, mais les entrepreneurs parfaits avec leur morning routine et tout», mais moi, j'ai pas le temps, là, de ma morning routine, là, enfin et du coup, voilà, c'est un petit conseil, c'est qu'il faut pas non plus trop se mettre la pression. Faut aussi, Faut voilà, kiffer, faut kiffer le moment aussi, c'est ouais. important. Ouais Mmh. et si, en ce moment, bah, ce que tu dois faire, c'est mettre toute ton énergie sur, ta boîte et que tu as pas le temps pour les potes et tout, bah, faut aussi, espérer d'être bien entouré et d'être entouré de gens qui comprennent, ce truc-là, quoi. De ouf, très bon conseil. Voilà. Génial. Bah, merci à toi Eva, c'était trop bien. Je te dis à Merci, très vite merci. et prends soin de toi. Des bisous. Salut, ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.